Il n'avait qu'une brique et un sac de canettes, mais ce qu'il en a fait a changé de vie pour toujours. On dit que la plupart des héros ne portent pas de cape. Parfois, ils transportent des canettes de soda vides dans un sac poubelle et portent des chaussures de pointure trop grandes. Il venait de pleuvoir à Mont, en Géorgie. Pas assez pour inonder les rues, mais suffisamment pour laisser les trottoirs glissants et sombres, brillants comme de l'huile renversée sous un ciel lourd. Les nuages étaient encore bas au-dessus des toits, indécis, comme s'ils n'avaient pas encore décidé s'ils allaient éclater à nouveau. Ghislaine Brox, 12 ans, marchait tête baissée, traînant derrière lui un sac poubelle noir presque plein. À chaque pas, il tintait doucement, canettes de soda, bouteilles de bière, tout ce qui valait quelques centimes à la déchetterie. Il ne cherchait pas la gloire. Il cherchait juste à gagner assez pour aider maman à payer la facture d'électricité ce mois-ci. Ghislaine ne parlait pas beaucoup. Il ne jouait pas non plus avec les autres enfants, non pas par manque de volonté, mais parce que quand on a des chaussettes trouées et qu'on a le déjeuner emballé dans des sacs de course, il est plus facile de rester invisible que d'affronter les regards. Pourtant, il était vif. Vif comme la plupart des gens l'ignorent. Il remarquait tout, qui allait, qui laissait des choses derrière lui. Il remarquait qui changeait l'huile de sa voiture dans l'allée et ne prenait pas la peine de nettoyer. C'était le genre de gamin qui voyait ce que la plupart des gens ignoraient. Ce vendredi après-midi, il rentrait chez lui depuis le centre communautaire d'Eastmont, coupant par une ruelle derrière une laverie automatique fermée. Ce n'était pas le raccourci le plus sûr, mais cela lui a fait gagner 10 minutes. Et quand on a les jambes fatiguées et l'estomac vide, 10 minutes comptent. Il s'arrêta sous un lampadaire cassé. Le sac de canettes était lourd, tirant sur son bras. Il changea de main et s'essuya le nez avec sa manche. L'air sentait la poubelle mouillée, la graisse de friture et l'essence. Puis il l'entendit, un cri court et aigu. Il se figea. Il regarda l'allée en plissant les yeux. Et voilà, encore. Une voix basse, brisée, pleine de panique. Puis un grognement. Un bruit sourd. Quelqu'un était en difficulté. Le premier réflexe de Ghislaine fut de continuer à marcher. Ce n'était pas son affaire. Les adultes disaient toujours « Occupe-toi de tes affaires ». Ne t'en mêle pas, et la plupart du temps, il écoutait. Mais quelque chose dans ce bruit le fit s'accrocher au sol. Un autre gémissement. Une chaussure éraflée sur le béton. Des voix étouffées. De la colère. Ses doigts se crispèrent plus fort sur la sangle du sac poubelle. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Cette ruelle était à une douzaine de mètres. Il pouvait juste jeter un coup d'œil. Juste un coup d'œil. Si c'était grave, il pourrait courir. Il prit une inspiration et s'avança. Ce qu'il entendit ensuite le stoppa net. « Lâchez-moi, s'il vous plaît. » C'était la voix d'une femme. Désespérée. Brisée. Ghislaine s'avança à pas de loup, veillant à ne pas faire claquer trop fort ses chaussures usées sur le trottoir mouillé. Il laissa tomber son sac de canettes derrière une benne et se pencha juste assez pour voir. Deux hommes. Grands. Tous deux en sweat à capuche noire et jean. L'un tournait le dos à Ghislaine. L'autre se tenait trop près d'une femme affalée contre le mur. Une de ses chaussures manquait. Son manteau était déchiré. Sa lèvre était fendue, du sang coulait sur son menton. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tentait de se protéger le visage. « Ce ne sont pas vos affaires, madame, » gronda le grand. « Vous auriez dû continuer à marcher. Je vous l'avais dit. » Elle haleta. « Je ne l'ai pas sur moi. »« Tu nous prends pour des idiots » s'exclama le plus petit en levant la main. « Tu crois qu'on ne sait pas qui tu es ?» Ghislaine sentit un pincement au cœur. Il ne connaissait pas cette femme, mais à en juger par leur façon de parler, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une simple agression. Il la connaissait. La femme tressaillit lorsque l'homme se pencha vers elle. « Tu pensais que disparaître signifiait qu'on oublierait ? » « Non. On se souvient de tout, Margot. » Margot. Le nom frappa Ghislaine comme un éclair. Il ne connaissait personne du nom de Margot. Mais il avait entendu ce nom quelque part. Aux infos ? Peut-être. L'homme le plus petit lui saisit le poignet et la redressa d'un coup sec. Elle cria et trébucha. Ghislaine retint son souffle. Ses pieds étaient collés au béton. Il devait courir. Trouver de l'aide. Appeler quelqu'un. Mais son téléphone était mort.
Il était déjà mort au centre de loisirs. Il avait oublié le chargeur. L'homme le plus grand s'approcha. Voyons combien de douleurs tu peux supporter avant de parler. Les mains de Ghislaine tremblaient. Sa bouche était sèche. Son cerveau hurlait, cours. Bouge. Fais quelque chose. Puis ses yeux se posèrent sur quelque chose à côté de la benne à ordures. Une demi-brique. Pas de plan. Même pas la moitié d'un plan. Mais c'est mieux que de ne rien faire. Il l'attrapa. Lourd. Froid. Mouillé par la pluie. Ses doigts se crispèrent. Il compta jusqu'à 3. Dieu, s'il te plaît, murmura-t-il. Puis, sa voix se brisa, mais elle résonna de manière aiguë et forte. Les deux hommes se retournèrent brusquement au moment où Ghislaine lançait la brique. Elle frappa le plus grand en pleine épaule, le projetant sur le côté. Qu'est-ce que... Ghislaine n'attendit pas la suite. Il s'élança, attrapa la main libre de la femme et tira de toutes ses forces. Allez, cria-t-il. Cours. À sa décharge, elle ne s'est pas figée. Elle a trébuché, boitant terriblement, mais elle a suivi. Ensemble, elles ont couru, pataugeant dans les flaques, leurs chaussures glissant sur le béton mouillé. Les deux hommes juraient derrière eux, des pas lourds se rapprochant. Reviens ici, petit voyou. Ghislaine vira à gauche, puis à droite, coupant par une étroite brèche derrière un restaurant thaïlandais. Il connaissait ces rues. Chaque ruelle. Chaque cachette. Il zigzaga jusqu'à ce que les pas s'estompent. Ils se réfugièrent derrière un vieux garage. Silence. Seul le bruit de l'eau qui coulait, tous deux à bout de souffle. La femme s'effondra sur une pile de palettes en bois, tremblante. Je ne peux pas, ma cheville. Ghislaine s'accroupit à côté d'elle. De près, elle paraissait plus mal qu'il ne le pensait. Son œil était gonflé et fermé. Sa joue était maculée de sang. Son manteau était trempé. Ça va, demanda-t-il d'une voix basse et douce. Elle le regarda. Vraiment. Perplexe. Étourdie. Tu es juste un enfant, murmura-t-elle. Ouais. Elle émit un rire faible et brisé. Elle grimaça. Tu aurais pu être tué. Toi aussi, tu aurais pu, rétorqua-t-il doucement. Ils allaient te faire du mal. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Comme si elle voulait parler, mais aucun mot ne sortit. Seul un sanglot s'étrangla dans sa gorge. Ghislaine jeta un coup d'œil autour de lui. Aucun signe des hommes. Vous avez besoin d'un hôpital, demanda-t-il. Vous avez un téléphone? Elle secoua la tête. Ils ont pris mon sac. Tout. D'accord, murmura-t-il en réfléchissant rapidement. Je connais une cabine téléphonique. À 2 pâtés de maison. Tu crois pouvoir marcher? Elle hocha légèrement la tête. Avec votre aide. Ghislaine lui tendit le bras. Elle s'y accrocha comme si c'était la seule chose solide qui lui restait au monde. Pas à pas, il boitait vers la lumière. Sans un mot. Juste le bruit de la pluie qui ruisselait des toits et le craquement du verre brisé sous leurs pieds. À la cabine téléphonique, Ghislaine sortit 2 pièces humides de sa poche et les lui tendit. Elle hésita, puis composa le numéro d'une main tremblante. 10 minutes plus tard, des lumières rouges et bleues illuminaient la rue. Les ambulanciers se précipitèrent. Un policier bombarda Ghislaine d'une centaine de questions. Il répondit à la plupart, en omettant quelques-unes. Puis une tape sur son épaule. Un homme grand en costume. Elle veut te voir, dit l'homme. Ghislaine cligna des yeux. Qui? La femme que tu as sauvée. Elle s'appelle Margot Sivet. Encore ce nom. Réel cette fois. Il suivit l'homme jusqu'à l'ambulance. Elle était allongée sur un brancard, enveloppée dans une couverture. Pâle. Contusionnée. Mais ses yeux se fixèrent sur les siens. Toi, dit-elle d'une voix rauque. Ne pars pas. S'il te plaît. Ghislaine n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Le lendemain matin, il était assis au bord du matelas fin qu'il partageait avec son cousin. Une odeur de pain grillé s'échappait de la cuisine, tandis que maman s'inquiétait encore du grille-pain cassé. Mais Ghislaine n'écoutait pas. Ses yeux restèrent fixés sur la petite télé.
Le présentateur du journal télévisé parlait sur ce ton sérieux qu'il utilisait toujours lorsque le monde changeait. Identifiée comme Margot Sivet, ancienne PDG de Clearwave Technologies, qui a disparu de la vie publique il y a 2 ans à la suite d'allégations de fraude d'entreprise et de délits d'initiés. Elle était là. Contusionnée. Mais reconnaissable. Les nouvelles parlaient de procès, de conseils d'administration, de milliards. Des photos défilaient, Margot souriant sur les tapis rouges, posant en couverture de magazines. On aurait dit quelqu'un qui pilotait des jets privés et buvait de l'eau plus chère que ses chaussures. Gélène baissa les yeux. Semelles usées. Lacets effilochés. Trop dans ses chaussettes. Et il sourit. Parce que rien de tout cela n'avait d'importance. Plus maintenant. Gélène appela sa mère d'une voix qui montait de la cuisine. Tu veux des œufs, oui ou non? Je vais bien, répondit-il d'une voix neutre. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Mon Dieu, je sais que tu n'as pas dîné hier soir non plus. J'ai dit que j'allais bien. Elle marqua une pause, puis entra en s'essuyant les mains sur son tablier. Il s'est passé quelque chose au centre hier. Tu es restée très silencieuse. Il hésita. Devait-il lui dire? Il n'avait rien dit de ce qui s'était passé, ni la ruelle, ni la police, ni Margot. Avant qu'il puisse se décider, on frappa à la porte. Un vrai coup. Ferme. Officiel. Sa mère le regarda, puis alla à la porte et l'entr'ouvrit. Oui. Bonjour, madame, dit un homme en costume bleu marine, poli mais formel. Je travaille à l'hôpital régional de Peachtree. Mademoiselle Margot Sver m'a demandé de venir en personne. Elle aimerait parler à votre fils, Gélène, n'est-ce pas? Ses yeux se plissèrent. Il n'a pas d'ennui, si? Non, madame, répondit rapidement l'homme. Bien au contraire. Elle jeta un coup d'œil à Gélène, la confusion grandissante. Que se passe-t-il? Gélène se leva lentement. C'est à propos d'hier. Je l'ai aidé quand ces hommes. Il n'eut pas besoin de terminer. Son visage changea, la confusion cédant la place à l'inquiétude, puis à cette inquiétude profonde et lasse que seules les mères connaissent. Tu vas bien? Demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. Ouais. L'homme en costume s'écarta. Si vous êtes à l'aise, je peux vous emmener à l'hôpital. Elle veut juste le remercier. Sa mère hésita, puis regarda à nouveau Gélène. Tu es sûr de vouloir y aller? Ouais, dit-il sans cligner des yeux. Le trajet jusqu'à l'hôpital se déroula dans le silence. Gélène était assis à l'arrière, les mains jointes, ses chaussures claquant au sol. L'homme ne parlait pas, et lui non plus. Lorsqu'ils sont arrivés sur le parking de l'hôpital, l'homme l'a conduit par une entrée latérale, après le poste des infirmières, dans une chambre privée. Margot était assise dans son lit. Son visage était bandé, son poignet dans une attelle souple, mais ses yeux étaient clairs et fixés sur lui dès qu'il franchit la porte. Le voilà, dit-elle doucement. Gélène se tenait maladroitement près de la porte. Tu voulais me voir. Viens ici, murmura-t-elle en lui faisant signe de s'approcher avec sa main valide. Il s'approcha et elle lui tendit la main. Il lui tendit la sienne. La sienne était froide mais ferme. Tu m'as sauvé la vie, dit-elle. Je viens de jeter une brique, marmonna-t-il, les yeux baissés vers le sol. Non, dit-elle doucement. Tu as fait bien plus que ça. Ils restèrent un moment assis en silence. Elle le regarda comme si elle cherchait à se souvenir de quelque chose, comme si son visage réveillait un souvenir qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Puis elle reprit la parole, tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Gélène ne savait pas quoi dire, alors il haussa simplement les épaules. Margot s'adossa à l'oreiller et expira. Je me suis caché au du monde, de mon passé, des gens qui ont été blessés à cause de moi. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un enfant me montre quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il doucement. Courage, dit-elle. Il cligna des yeux. Je n'ai pas été courageux. C'est juste que, je ne sais pas. Je ne voulais pas te laisser là. Ses yeux brillaient juste un peu mais lorsqu'elle reprit la parole, ces mots le bouleversèrent profondément. Je n'en ai jamais parlé à personne, murmura-t-elle. Ni à la presse. Ni à la police. Ni même à mon avocat. Gélène bougea sur son siège.
J'avais à peu près ton âge, peut-être 13 ans quand j'étais sans abri, commença-t-elle d'une voix distante. Mon petit frère, Devon et moi. Notre mère a disparu à cause de la drogue. Notre père, on ne l'a jamais connu. On a fait des allers-retours entre les refuges, de Jackson à Birmingham. Certaines nuits, on dormait sous les arrêts de bus. Les yeux de Ghislaine s'écarquillèrent. Ce n'était mentionné dans aucun article la concernant. Les gros titres la qualifiaient de riche, impitoyable, un requin de l'industrie. Il n'en parlait jamais. Un hiver, c'était si dur, poursuivit-elle d'une voix plus basse, qu'on n'avait pas mangé depuis 2 jours. Je pleurais sur le trottoir. Un garçon peut-être 15 ans est sorti de nulle part. Il nous a tendu sa veste. Dans sa poche, il y avait une barre chocolatée et $5. Ghislaine resta silencieux. Il écoutait simplement. Chaque mot lui semblait comme des coups de pinceau peignant une vie qu'il n'avait jamais imaginée. Il n'a rien demandé, murmura-t-elle. Il m'a juste dit, ne laisse pas ce monde te voler ton cœur. Puis il est parti. Elle marqua une pause. Sa voix se brisa. 2 jours plus tard, j'ai vu son visage aux informations. Il avait été poignardé en essayant d'empêcher des types de braquer une épicerie. Comme tu l'as fait pour moi. Le souffle de Ghislaine s'accéléra. Ce garçon, murmura-t-elle, m'a sauvé aussi. Comme toi. Et je n'ai jamais pu le remercier. Le silence entre s'épaissit, lourd, plein. Puis sa main se resserra autour de la sienne. Quand tu m'as sorti de cette ruelle, Ghislaine, j'ai cru que c'était peut-être le hasard. Mais quand j'ai vu tes yeux, je jure que j'avais l'impression de regarder Devon. Ou ce garçon. Ou les deux. La voix de Ghislaine était à peine audible. Qu'est-il arrivé à ton frère? Ses lèvres se pincèrent. Je l'ai perdu. Entre les familles d'accueil et les mauvais choix. J'ai été adopté. Lui, non. J'ai essayé de le retrouver, mais, il ne répond plus depuis longtemps. Je suis désolé, murmura-t-il. Elle s'essuya l'œil. C'est pour ça que j'ai créé l'entreprise. C'est pour ça que je travaillais comme ça. Je voulais m'assurer qu'aucun enfant ne se sente plus jamais invisible. Mais en chemin, je me suis perdu. Je suis devenu cupide. J'ai laissé les autres porter le chapeau pour des choses que j'aurais dû arrêter. Ghislaine la regarda, essayant de faire le lien entre la femme des gros titres et celle assise juste en face de lui. Ça n'avait aucun sens. Mais d'une certaine manière, c'est arrivé. Tu n'es pas invisible, dit-elle soudain d'une voix ferme. Et tu ne le seras jamais. Il baissa les yeux. Je suis sérieuse, insista-t-elle. Tu ne m'as pas seulement sauvé de ces hommes, Ghislaine. Tu m'as tiré d'une situation plus sombre. Tu m'as rappelé qui j'étais. Avant les gros titres. Avant les avocats. Elle se pencha plus près. Et c'est pourquoi je dois faire quelque chose, pas seulement pour moi. Pour toi. Il leva les yeux, perplexe. Que veux-tu dire? Mais Margot ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de scruter son visage, comme si les mots justes étaient enfouis au plus profond de lui et n'avaient pas vu le jour depuis des années. Puis elle le tira doucement vers elle, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment proche pour l'entendre murmurer. Ce que ce garçon m'a dit. Je ne l'ai jamais oublié, murmura-t-elle. Mais maintenant, je veux que tu l'entendes aussi. Elle pressa légèrement son front contre le sien. Ne laissez pas ce monde vous prendre votre cœur. Les mots le frappèrent comme le tonnerre. Ghislaine ne pleurait pas facilement. Mais les larmes coulaient. Pas fort. Pas de façon désordonnée. Juste des larmes douces qui tombaient et frappaient sa couverture comme de douces gouttes de pluie. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. Margot fixait le plafond comme si elle cherchait du courage dans les interstices du carrelage. Ghislaine s'essuya le visage avec sa manche, le poids de ses mots s'installant profondément. Finalement, elle tourna la tête, la voix plus basse qu'avant. J'ai encore quelque chose à te dire. Quelque chose que je n'ai pas dit plus tôt. L'estomac de Ghislaine se retourna comme toujours lorsque les adultes disaient « Laissez-moi vous expliquer quelque chose ». Elle tendit la main vers la table de chevet, ouvrit un tiroir et en sortit un petit carnet usé. La couverture se décollait, les coins étaient effilochés. Elle passa ses doigts dessus, puis le tendit. Cela appartenait à Devon, murmura-t-elle. Il y dessinait. Des poèmes. Des petits croquis.
des inventions folles. Gélène le prit doucement et l'ouvrit sur une page au hasard, un dessin représentant un vélo fait de ce qui ressemblait à des tuyaux d'arrosage et des boîtes de conserve. Il sourit. « J'ai gardé ce carnet toutes ces années, dit-elle. Même quand je vivais à l'hôtel. Même quand les assistants préparaient mes valises. Je n'ai jamais laissé personne y toucher. » Gélène tourna une autre page. Un morceau de papier plié était caché à l'intérieur. Il l'ouvrit avec précaution. C'était une photo. 2 enfants, une fille avec des tresses et des genoux écorchés, et un garçon aux yeux enfoncés et au sourire en coin. Le dos était étiqueté au crayon délavé. Devon et Reynard. 1994 Tinsley Shelter. Reynard. Quelque chose s'illumina en Gélène. Mon grand-père s'appelle Reynard, dit-il lentement. Reynard Brox. Le père de ma mère. Margot se figea. Tu as dit 1994. Il hocha la tête, les yeux rivés sur les siens. Gélène retourna la photo, fixa le menton du garçon, ses oreilles décollées, son sourire. Son souffle s'arrêta. C'était grand-père Ray. Margot se redressa, les yeux écarquillés d'incrédulité. Reynard Brox, murmura-t-elle. C'est lui. C'est lui qui m'a donné sa veste. Celui qui m'a dit de ne pas perdre courage. Gélène regarda, stupéfait. Tu me dis que mon grand-père te connaissait? Il ne m'a pas seulement connu, dit-elle, se tenant à peine. Il m'a sauvé. Il m'a redonné espoir alors que personne d'autre ne le faisait. Gélène déglutit difficilement. Mon grand-père est mort avant ma naissance. Maman a dit qu'il s'était fait poignarder en essayant d'empêcher un cambriolage. Margot hocha la tête, la voix brisée. C'est la même histoire que j'ai vue aux infos. C'est là que j'ai su que je ne le reverrai plus jamais. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je lui dois tout. Et je n'ai jamais pu le rembourser. Je n'ai jamais pu lui dire merci. Les doigts de Gélène se crispèrent sur la photo. Sa voix tremblait, eh bien, peut-être que tu viens de le faire. Margot laissa échapper un soupir tremblant. Peut-être. Mais je dois faire plus. Tu n'es pas obligé de... Commença-t-il. Je comprends, l'interrompit-elle doucement. Tu ne comprends pas. Ton grand-père m'a donné le courage de vivre. Et maintenant tu... Sa voix s'est brisée. Tu m'as donné le courage de revenir. Gélène la regarda simplement, essayant toujours de comprendre l'impossible vérité, son grand-père lui avait autrefois sauvé la vie, bien avant sa naissance. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt, demanda-t-il doucement. Margot déglutit difficilement, sa voix basse. Parce que je n'étais pas sûre, a-t-elle admis. Et honnêtement, j'avais peur. J'ai passé tellement de temps à faire comme si je ne devais rien à personne, que je n'avais pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Mais quand je t'ai vu, j'ai eu l'impression d'être ramené à ce moment précis. Comme si la vie me donnait une nouvelle chance. Elle s'essuya les yeux. Une autre chance de faire le bien envers quelqu'un qui comptait. Mais Margot savait au fond d'elle qu'elle devait arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. 3 jours se sont écoulés. Margot est sortie de l'hôpital sous surveillance privée, sans pratiquement aucune attention de la presse. Pas de journaliste. Pas de déclaration. Elle n'a demandé qu'une seule chose, un appel téléphonique. Gélène était revenue à sa routine habituelle. École. Ramassage des canettes. Devoirs. Mais tout semblait différent. Comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce dont il n'avait même pas réalisé qu'elle était fermée à clé. Il n'a pas raconté à beaucoup de gens ce qui s'était passé. Sa mère le savait, bien sûr. Elle ne l'avait pas quitté depuis l'hôpital, le regardant comme s'il allait disparaître si elle clignait des yeux trop longtemps. Mais elle le regardait aussi différemment maintenant, comme si elle était fière d'une manière qu'elle ne pouvait pas vraiment exprimer avec des mots. Jeudi après-midi, alors que Gélène rentrait chez lui, une élégante Lincoln noire s'est arrêtée à côté de lui. Vitre teintée. Moteur silencieux. Il s'est tendu. La lunette arrière s'est baissée. Margot était assise à l'intérieur, portant des lunettes de soleil et un chemisier blanc impeccable. Son visage était encore meurtri, mais en voie de guérison. « Gélène, dit-elle doucement. Tu as une minute ?» Il regarda autour de lui, puis hocha la tête. Monte. Je veux te montrer quelque chose. Il hésita, puis monta à bord.
La voiture sentait le cuir et la menthe. Elle était silencieuse. Confortable. Ils roulèrent en silence pendant un moment jusqu'à ce qu'ils tournent sur une route qu'ils ne reconnaissaient pas. « Tu me fais confiance ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda dans les yeux. « Je pense que oui. » Bien. Ils se sont arrêtés sur un terrain fissuré à côté d'un vieux bâtiment en briques. Fenêtre condamnée. Mauvaise herbe poussant sur le trottoir. Un panneau rouillé au-dessus de la porte indiquait « Tinsley Shelter à fermer ». Cet endroit, dit-elle en sortant, était l'endroit où je dormais. Là où Devon et moi avons séjourné lorsque nous n'avions nulle part où aller. Gélène la suivit alors qu'elle déverrouillait la porte. À l'intérieur, c'était poussiéreux, froid, abandonné. Mais pas oublié. Elle se tourna vers lui. « Je l'ai acheté hier, dit-elle. Et je le rouvre. Je rénove tout. Nouvelle cuisine. Nouveau lit. Service de conseil. Un laboratoire informatique. » Les yeux de Gélène s'écarquillèrent. « Pour de vrai ? » ?»« Pour de vrai, dit-elle avec un petit sourire. Il s'appellera le Centre Reynard Brox pour la jeunesse et les familles. Elle s'arrêta. D'après ton grand-père. Au début, il ne pouvait pas parler. Sa gorge se serrait. Tu es sûr, réussit-il finalement à dire. Margot hocha la tête, les yeux brillants. Je n'ai jamais été aussi sûr. Ton grand-père m'a donné la chance de vivre. Tu m'as donné la chance de ressentir à nouveau. Je ne peux pas revenir en arrière et réparer tout ce que j'ai ruiné. Mais je peux commencer ici. Il cligna rapidement des yeux, essayant de ne pas pleurer. Et moi, murmura-t-il. Et toi, demanda-t-elle doucement. Je veux dire, est-ce que je vais juste retourner à la collecte des canettes? J'espère que les lumières resteront allumées. Elle sourit doucement. Non, Gélène. Tu ne le feras pas. Elle fouilla dans son manteau et en sortit une enveloppe. À l'intérieur, une demande de bourse complète pour un collège privé juste à l'extérieur de Montclair. De premier ordre. Informatique. Cours d'art. Robotique. Le genre d'école que Gélène n'avait vu qu'à la télévision. J'ai déjà payé la première année, a-t-elle dit. Il suffit de dire oui. Gélène regarda les papiers, puis elle. Je ne sais pas quoi dire. Dis-moi que tu vas te donner une chance, murmura-t-elle. Dis que tu arrêteras de cacher à quel point tu es intelligent. Dites que vous croirez que vous valez plus que quelques canettes dans un raccourci de 10 minutes. Il hocha la tête, doucement au début, puis plus fort. Ouais, murmura-t-il. D'accord. Elle sourit. Aussi, ajouta-t-elle. Ta mère a reçu une offre d'emploi d'une de mes entreprises. Avantages sociaux complets. Salaire décent. Télétravail. Elle peut dire non, mais, j'espère qu'elle ne le fera pas. Gélène s'est assise, bouleversée. Tu es sérieux? Elle lui fit un demi-sourire. Je ne suis pas sérieux, gamin. Plus maintenant. Il expira, un souffle qui semblait avoir été retenu pendant des années. Mais même Gélène n'a pas vu ce qui allait arriver ensuite. 2 mois plus tard, l'ancien refuge de Tinsley était devenu quelque chose de complètement différent. Fini les tuiles fissurées, les fenêtres brisées, les tuyaux rouillés. Désormais, des peintures murales vibrantes peintes par des adolescents locaux illuminent les murs. Les sols brillaient. L'air sentait la peinture fraîche et les muffins à la cannelle de la nouvelle cuisine. Gélène se tenait dans le hall, portant de nouvelles baskets et une chemise repassée, jouant avec les manches. L'endroit bourdonnait de vie. Les enfants ont ri dans la salle de loisirs. Les bénévoles installent des chaises pour la cérémonie d'inauguration. Sa mère se tenait à l'arrière, vêtue d'un chemisier qu'elle n'avait pas porté depuis des années, son visage fier et rayonnant. Margot s'approcha de lui, un presse-papier à la main, des lunettes de soleil perchées sur la tête. « Tu es nerveux ?» demanda-t-elle. Il haussa les épaules. « Type 2. » Elle sourit. « Vous avez connu pire. » Il lui jeta un regard de côté. « Tu l'as vraiment nommé d'après lui. »« Bien sûr que je l'ai fait, » dit-elle doucement. Il était le début. Toi. Tu es le rappel. Ils restèrent silencieux un moment. Gélène regarda autour de lui. Comment as-tu fait tout ça si vite? Je n'ai pas dormi, dit-elle en riant légèrement. Et j'ai finalement fait appel à des faveurs que j'étais trop fier pour demander.
Tu parles toujours par énigme, dit Gélène en souriant. Elle a ri. Tu t'y habitueras. Quelques minutes plus tard, elle montait sur le podium. Les appareils photo ont flashé. Les journalistes attendaient. Les fonctionnaires de la ville ont regardé. Mais Margot ne parlait pas comme quelqu'un qui fait un discours. Elle parlait comme quelqu'un qui parle à sa famille. Quand j'étais jeune, j'étais perdue, a-t-elle commencé. En colère. Pauvre. Invisible. Et un jour, quelqu'un qui avait encore moins que moi m'a donné la seule chose qu'il avait, l'espoir. Elle s'arrêta, les yeux fixés sur la plaque derrière elle. Il n'a rien demandé. Il m'a simplement dit de garder mon cœur, peu importe ce que le monde essaie de lui faire. Ses yeux trouvèrent Gélène. Et quand je me suis à nouveau égaré, c'est un autre garçon qui m'a rappelé à quoi ressemble la gentillesse quand personne ne regarde. La foule s'est retournée. Gélène bougea mal à l'aise mais ne détourna pas le regard. Alors aujourd'hui, continua Margot. Nous rouvrons ces portes non pas comme un abri, mais comme une promesse. Qu'aucun enfant n'est invisible. Qu'aucune famille n'est à l'abri de l'aide. Qu'aucun acte de bien ne passe inaperçu. Des applaudissements ont retenti dans la foule. Une petite fille tira sur la main de Gélène. « C'est toi qui as aidé à construire cet endroit ?» demanda-t-elle timidement. Il sourit. « En quelque sorte. Tu vas nous apprendre des trucs d'informatique ?» Il sourit. « Je suppose que oui. Tu veux apprendre ?» Elle hocha la tête avec empressement, puis s'enfuit. Margot descendit et tendit les ciseaux à Gélène. « Tu veux couper le ruban ?» Il cligna des yeux. « Moi. C'est grâce à toi qu'il est là. » Avec ses deux mains, il coupa net le ruban. La foule a explosé. Cette nuit-là, de retour à la maison, Gélène était assise sur les marches du porche pendant que sa mère triait les papiers de son nouveau travail. Une douce brise soufflait. « Ça va, bébé ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Je réfléchissais juste. » « À propos de quoi ?» Il leva les yeux vers le ciel. « Ce que grand-père aurait dit. » Elle sourit en fermant le dossier. « Il dirait que tu t'en es bien sorti. » Gélène sourit. « Oui. Je le pense aussi. » Une voiture s'est arrêtée de l'autre côté de la rue. Margot sortit, portant 2 sacs à dos. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda sa mère. « Pour ton premier jour à la nouvelle école, » dit Margot en entendant un à Gélène. « L'ordinateur portable est à l'intérieur. »« Les livres ?» Et Gélène l'a dézippé. Ses doigts effleurèrent un épais cahier de mathématiques, un kit de robotique. Et autre chose. Le vieux carnet de devons. Emballé soigneusement dans du plastique. Il leva les yeux, stupéfait. Margot hocha la tête. « Il t'appartient désormais. » Il ne trouvait pas les mots. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle s'arrêta. « Et Gélène ? » ?»« Ouais. Garde ton cœur. Peu importe ce que ce monde vous réserve. » Il sourit doucement. « Je vais. » Et pour la première fois de sa vie. Il y croyait. Parce que la vie ne rend pas toujours ce qu'elle prend. Mais parfois. Cela vous donne autre chose. Quelqu'un d'autre. Pour porter la lumière vers l'avant. Si jamais vous voyez quelqu'un en difficulté, quelqu'un de plus petit, quelqu'un qui n'a rien. Ne te détourne pas. On ne sait jamais qui ils vont devenir. Ou ce qu'ils pourraient un jour faire pour vous. Partagez cette histoire si elle a touché votre cœur. Quelqu'un quelque part a peut-être besoin de l'entendre.